Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour cette présentation de cette version de Monumenta, l'étrange cité d'Ilya et Emilia Kabakov. Je dois excuser Ilya qui n'est pas présent avec nous. Et Emilia vous en dira un mot tout à l'heure. Nous allons vous présenter l'exposition et après vous pourrez bien sûr poser des questions. C'est la plus grande installation que Ilya et Emilia aient réalisée jusqu'à présent. Et comme vous le savez, ils ont fait d'innombrables installations dans beaucoup de musées dans le monde entier. Et ils étaient de ce fait des candidats de choix pour Monumenta, dans cet énorme espace qu'est la nef du Grand Palais. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils ont été invités à faire cette énorme œuvre. C'est aussi parce que ce sont des artistes qui aujourd'hui ont un spectre extrêmement large. Ils ont un éventail d'idées et de propositions qui couvre un énorme domaine. Et tout simplement parce qu'ils parlent de la vie et de la condition humaine. Comme vous le savez, Ilya a débuté sa carrière en Union soviétique et il a fait le début de son travail à partir d'une observation extrêmement précise et d'une analyse avec une grande acuité de ce qu'étaient les caractéristiques de la société soviétique. Tout ça avec une ironie absolument incroyable parce qu'il s'est employé au fond à faire des détournements simplement de ce qu'étaient les codes, les réglementations, les ordonnances qui régissaient la vie de cette société. Et de ce fait, il a mis le doigt sur un certain nombre de règles sociales, d'ordre, qui ne sont pas d'ailleurs totalement spécifiques à l'Union soviétique et qu'on retrouve dans beaucoup de régimes autoritaires. Et il a créé son œuvre à partir de ça, à partir aussi de toutes sortes de questionnements sur la peinture et sur l'activité artistique elle-même. Ilya Kabakov est au fond un artiste du doute, il se pose tout le temps des questions, et c'est ce qui l'a amené d'ailleurs à donner cette version de l'art conceptuel de Moscou, dont il a été le leader, dont il a été la figure principale. On a eu tendance très souvent, ou pendant assez longtemps, je dirais, à l'enfermer dans cette interprétation, et évidemment, c'est son point de départ, c'est sa base, et comme tout artiste, il puise dans sa culture, dans sa jeunesse, dans tout ce qui a été son terreau culturel, pour élaborer son œuvre. Mais avec son émigration à partir de 1987 et la rencontre d'Emilia, son œuvre prend un caractère de plus en plus général et je dirais même universel. Universel, entendons-nous bien entendu, entendu dans le cadre de la culture occidentale. Et son propos s'élargit de plus en plus et devient un propos général où il ne s'agit plus simplement de ces questions d'ordre social et de liberté d'expression de l'individu, mais beaucoup plus de la condition humaine d'une manière générale et des rêves que peuvent avoir les hommes d'une manière générale aujourd'hui et dans le passé. Et donc la grande installation de Monumenta, l'étrange cité, traite de toutes ces questions-là. Je vais la parcourir très très rapidement pour vous, mais bien sûr vous avez tous les éléments dans votre dossier de presse. On est dirigé dans le Grand Palais vers l'extrémité de la nef et on découvre le scintillement coloré d'une sorte d'énorme vitrail qui est une coupole, une énorme coupole qui est inversée et dans laquelle il y a plus d'1 millier de tubes fluorescents de diverses couleurs qui alternent sans arrêt au rythme d'une musique. Une espèce de découverte d'un impact visuel extrêmement fort. Et on se retourne, on
on se dirige vers l'autre extrémité de la nef du Grand Palais et on aborde, après avoir passé à côté d'une ruine, d'une porte triomphale d'autrefois, un peu mystérieuse, on pénètre à travers la double enceinte de l'étrange cité dans cette ville qui est faite de 5 édifices. Le premier s'appelle le musée vide, et en fait, on entre dans une salle d'un musée très vieux style, 19e siècle, avec des murs rouges, un soubassement 6 mètres de bois et des bancs au milieu. On est invité à s'asseoir. Et en fait, les peintures ont été remplacées par de la musique. Et on entend la Passacaille de Jean-Sébastien Bach. Et en fait, on se rend compte tout de suite qu'on est dans un lieu sacré, à cause de cette musique extrêmement prenante et émouvante, et le visuel a été remplacé par le sonore. Mais tout de suite, c'est l'ambiance qui est donnée, le ton est donné. Il y a là une aspiration au sacré qui, pour Ilya Emilia Kabakov, est la marque du musée d'une manière générale dans notre société plutôt laïque, où nous conservons en fait ce que nous considérons comme nos valeurs. Le second bâtiment s'appelle Manas et il s'agit d'une ville tibétaine qui est à la fois terrestre et céleste, parce qu'on pénètre au centre de l'édifice. Tous les 4 édifices ont chaque fois un chœur, je dirais, et puis 2 corridors qui l'entourent. Et cette ville, dont on trouve donc une maquette, a son double céleste, son double dans le ciel, sans qu'on sache lequel a engendré l'autre, mais ils se répondent. Et cette ville est entourée de 8 montagnes au sommet desquelles se trouve chaque fois un petit endroit, un lieu, un organisme, une institution qui, d'une manière ou d'une autre, permet d'accéder à un au-delà, à la métaphysique, à tout ce qui nous permet de nous arracher à la vie matérielle quotidienne. Le bâtiment, c'est donc une espèce d'interprétation qu'on pourrait qualifier de mystique. Le bâtiment suivant s'appelle le Centre de l'énergie cosmique. Et là, on découvre 3 petits bâtiments, toujours en maquette, au cœur du bâtiment, de l'édifice, qui ont été construits sur des fouilles archéologiques. On a pratiqué des fouilles et on a trouvé des restes en pierre ou en ciment de sortes d'antennes ou de calices dont les archéologues pensent qu'ils ont servi à établir, lors d'une civilisation très ancienne, 13 siècles avant Jésus-Christ, à établir des contacts avec l'au-delà, avec le cosmos. Et à partir de ces éléments, on essaye de ranimer cette question et cette problématique en élaborant une institution et un laboratoire avec toutes sortes d'antennes qui sont dirigées vers le ciel et qui permettent de capter les signaux venant du cosmos. Alors il y a même un amphithéâtre dans un des bâtiments qui permet aux visiteurs virtuels de ce bâtiment en maquette de se trouver en face d'un écran, et sur cet écran, ils voient apparaître des signaux mystérieux captés du cosmos, et ils entendent de la même manière des sons qu'on essaye bien entendu d'interpréter. Alors, vous vous rendez compte que dans chacun de ces bâtiments, il y a un récit. C'est une des particularités de l'œuvre d'Ilya Emilia Kabakov. Il y a à chaque fois une narration dont il faut saisir quelques éléments pour pouvoir comprendre l'ensemble de l'installation. Mais bien entendu, toutes sortes de dessins et de maquettes permettent d'y accéder visuellement assez facilement. Le 4e bâtiment s'appelle « Comment rencontrer un ange ?» et on y trouve une sculpture qui est en fait se réfère à des sculptures constructivistes des années 20, une sorte d'énorme échafaudage avec des échelles. Un petit bonhomme a grimpé sur ces échelles et montre jusqu'à 1100 mètres. Ça lui prend 2 jours. Il a dans son sac à dos des nourritures pour tenir le coup jusque là-haut. Et en haut de l'échelle, il tend les bras vers un ange qui se dirige vers lui.
De la même manière, dans les corridors, on voit un certain nombre de dessins d'autres installations d'Ilya Emilia Kabakov, en particulier l'ange déchu qu'ils ont montré dans plusieurs endroits. C'est donc au fond la version religieuse de cet accès à l'au-delà. Et le dernier de ces bâtiments est en fait, s'appelle les portails, et parle du seuil qu'il faut franchir quand on passe d'un espace à un autre. Il y a donc une porte avec son cadre, les deux battants sont ouverts, on voit un seuil qui est présent, et on sait que dans beaucoup de cultures, le franchissement du seuil donne lieu à toutes sortes de rituels, parce que passer d'un espace à un autre est toujours une transformation pour n'importe quel individu. Et cette porte est entourée de 12 peintures qui, chaque fois, montrent un portail qu'on voit quelquefois à peine dans une espèce de nébuleuse sur un horizon. Et chacune des peintures, des 4 séries de peintures, montre le matin, le soir et la nuit. Voilà donc les 5 édifices qui se trouvent dans l'étrange cité. On a parlé bien sûr d'utopie, mais comme le disent les Kabakov, en fait, qu'est-ce que c'est que l'utopie, sinon ce que chacun de nous fait quand il rêve à un au-delà, qu'il rêve d'un monde qui serait différent de celui auquel on est confronté chaque jour. On sort ensuite de l'étrange cité et on est devant 2 bâtiments encore plus grands que les précédents, et qui s'appelle la chapelle blanche et la chapelle sombre. Dans la chapelle blanche, il y a une réflexion sur le temps, et en particulier sur la mémoire. Les 4 murs sont complètement quadrillés par des petits rectangles. La plupart de ces rectangles sont blancs, mais quelques-uns ont des images. Ce sont des images, celles que retiennent la mémoire du passé. Ici, on peut imaginer facilement qu'il s'agit du passé de cette vie soviétique qui n'existe plus maintenant, celle qu'a connue Kabakov autrefois. Des images qui correspondent à celles que diffusait la propagande soviétique, à la fois des loisirs, de la famille, des souvenirs personnels, des images un petit peu pâles qui s'effacent d'une certaine manière, et où le blanc, en fait, de plus en plus l'emporte, gagne sur ces images, comme cela se passe pour chacun d'entre nous au cours des années. Il y a sur le côté ouest, si on se réfère à une église, puisque ça s'appelle une chapelle, donc sur le côté de l'entrée, il y a ce qui correspondrait dans une église au jugement dernier, c'est-à-dire une espèce de grande tache extrêmement sombre, comme un trou qui se profile dans cette grande fresque, et on voit apparaître 3 petits visages. Et enfin, on termine avec la chapelle sombre, qui pour moi est peut-être le clou de cette exposition, et qui montre les peintures récentes d'Ilya Kabakov. Vous savez que Ilya et Emilia Kabakov ont pratiqué des genres extrêmement différents, qu'ils sont connus à la fois comme dessinateurs, comme peintres, comme installateurs. Ils ont un éventail extrêmement large sur le plan des techniques. Mais les dernières années, Ilya Kabakov a eu tendance à revenir dans son atelier et à se concentrer à nouveau sur la peinture, après la période des années 90 où ils ont fait ces innombrables installations. Et là, on est confronté à des peintures de très grand format, 6 très très grandes peintures qui occupent complètement l'espace et dans lesquelles on est pris comme par une espèce de tourbillon visuel. Il dit que ces peintures se réfèrent essentiellement à la peinture baroque du XVIIe siècle, qu'il a fait le tour de la modernité aujourd'hui, qu'il prend ses distances avec elle, et que c'est cette espèce d'imprégnation, d'immersion dans la peinture que procurent certaines fresques du XVIIe siècle quand on entre dans les églises qui l'intéressent et qu'il a essayé de restituer avec des moyens d'aujourd'hui. Voilà donc à peu près le parcours auquel vous allez être confrontés tout à l'heure. Et j'aimerais terminer en insistant sur le fait, comme je le disais au début, que ce sont des artistes qui ont ce spectre extrêmement large,
qui parlent de la condition humaine. Et je dirais que ça les différencie de beaucoup de leurs collègues qui sont quand même très souvent des spécialistes, je dirais des spécialistes d'un matériau, des spécialistes de certaines formes qu'ils reprennent au fil de l'évolution de leur carrière, ou aussi de spécialistes de certaines idées arrachées ou prises, empruntées aux sciences humaines, et qu'ils répètent, qu'ils approfondissent au cours de leur carrière, mais très peu nombreux sont les artistes qui, comme les Kabakov, ont ce spectre qui intéresse en fait un public extrêmement large. Voilà, je passe la parole à Emilia Kabakov. I hope it works. Yeah, it does. First of all, I want to apologize. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos excuses. Ilia n'a pas pu nous rejoindre. Généralement, nous donnons les interviews ensemble. Il me dit qu'il ne va pas bien, mais bon, il faut bien qu'il y en ait un de nous deux qui travaille, pendant que l'autre peut profiter des feux de la rampe. On nous demande régulièrement comment nous avons travaillé et commencé avec Monumenta. Tout a commencé avec Olivia Kaplan, et c'était lui le premier à nous avoir proposé de travailler sur Monumenta, je crois il y a 4 ans de cela. Nous sommes venus ici au Grand Palais et nous avons vu la taille du lieu, son histoire, sa beauté, qui nous a évidemment impressionnés. Mais la lumière éblouissante à l'intérieur même du bâtiment est impressionnante et complique la tâche des artistes. Nous, ce qui nous intéressait, c'était que ça permettait de concentrer les gens sur nos idées, sur nos projets. Au départ, nous voulions travailler sur une ville utopique. Alors, évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. D'ailleurs, le simple fait qu'on ait des conservateurs et des commissaires qui soient si doués sont capables de nous expliquer ça mieux que nous. Mais nous avions donc commencé sur une ville utopique. Pourquoi? Parce que, en fait, nous venons d'un pays fondé sur l'utopie. Dans les années 20, notre pays proposait à l'humanité de changer l'humanité, de changer le monde. Et puis, il est vrai que pendant de nombreuses années, le monde a été divisé en deux. On avait l'enfer et le paradis. Mais évidemment, l'enfer n'existe pas sans le paradis, ni le paradis sans l'enfer. L'enfer a disparu, et donc le paradis a également disparu. On ne sait plus, on ne sait pas ce qui est, lequel est lequel, et c'est un flou artistique autour de nous. Ces idées grandioses, grandiloquentes qui devaient être proposées nous montrent en fait qu'on ne peut pas construire d'utopie. Le fait est que atteindre le paradis, ça n'arrivera que après la mort. Et pourtant, l'homme a souvent essayé de construire un paradis sur Terre. À chaque fois, ça a échoué et cela a été affreux. Tous ces ismes, le fascisme, le communisme, le socialisme, le capitalisme même, ont mené à la catastrophe, sont sur le point d'arriver à une catastrophe. Donc peut-être faut-il mieux rester dans le monde de l'art, du fantasme, de l'insaisissable. D'ailleurs, l'utopie, le mot utopie par lui-même fait référence à quelque chose qui ne peut pas être réalisé. Puis on s'est rendu compte que le mot, l'expression ville utopique est un peu galvaudé. Tout le monde depuis 25 ans cherche à parler d'utopie, d'organiser des expositions relatives à l'utopie. Donc du coup, nous nous sommes dit que finalement, il valait peut-être mieux prendre le nom d'une étrange cité.
Pourquoi? Eh bien, parce que cela reflète nos idées, nos expériences, nos fantasmes. Et quand je parle d'expérience, je ne parle pas seulement de notre vie soviétique, mais également de ce qui se passe dans le monde artistique, de nos visites de musées, de ce qui s'y passe lorsque nous y allons. Et il est vrai que nous considérons peut-être encore, pour certains, l'Église comme étant un lieu sacré, mais les musées sont parfois aussi, mais peut-être trop peu, reconnus comme des lieux sacrés de l'art. Et donc, nous voulions faire réfléchir à ce qui se passe lorsque l'on rentre dans cet espace sacré du musée, lorsque l'on doit commencer à réfléchir à l'art. De quoi faut-il s'inquiéter? À quoi faut-il penser? Et donc, notre projet mettait dans son cœur nos visiteurs. Et puis nous voulions ralentir le rythme de la vie. Nous savons que la vie aujourd'hui va très vite. Nous voulions inciter les visiteurs à prendre du temps, ralentir, examiner cette installation totale qui a un impact sur les 3 dimensions, évidemment, mais également sur le temps. L'idée étant d'inciter les visiteurs à réfléchir à leur vie, leur mode de vie, leur société ou tout ce qui les intéresse. C'est donc une œuvre d'art à plusieurs niveaux. On prend en compte l'éducation, l'état d'esprit des visiteurs. Chacun trouvera quelque chose qui résonnera en lui. Et donc, ce que nous faisons, comme toujours, c'est de mettre le visiteur au cœur de notre travail. Mais il y avait 2 problèmes. D'abord, la lumière, mais ça, on a réussi à régler le problème. Et deuxièmement, la diversité du public. Nous savons qu'au Grand Palais, il y a toutes sortes un public très varié qui vient, des touristes, des visiteurs éclairés. Et puis, on sait qu'on est à Paris, Paris qui est le berceau de l'art, de la culture. On sait très bien que la poésie, la philosophie, l'art, la musique ont toujours été ici. Donc nous savons parfaitement que certains visiteurs seront très sophistiqués dans leur connaissance de l'art. Alors il est vrai qu'il y a des vraies questions philosophiques qui sont posées, mais également des références à des choses assez simples finalement. La question du miracle, le miracle. Quand attendons-nous un miracle? Quand constatons-nous les miracles? Il y a, et moi-même ne sommes pas très religieux, mais à un niveau ou à un autre, sans être religieux, on croit sans doute au miracle. On espère sans doute qu'il y en aura un, qu'il y a un miracle au coin de la rue qui nous attend. Les chapelles ne sont pas des lieux religieux, des espaces religieux, mais la musique dans la coupole et dans la chapelle blanche font écho d'une certaine façon au carillon des églises. C'est un peu inconscient dans la coupole, sous la coupole, mais c'est assez conscient dans la chapelle. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, sans doute. Je pourrais répondre à vos questions ultérieurement, ou vous parler ultérieurement. Je crois qu'il vaut mieux voir d'ailleurs cela plutôt que d'en parler. Un collègue américain disait, on rentre dans une salle, on voit de l'art, on dit, on est complètement fasciné, et après quand on ressort, c'est l'inverse avec l'art. On ne comprend pas ce qu'on voit, mais finalement quand on ressort, on a été frappé. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que nos visiteurs soient frappés à l'entrée et restent frappés à la sortie. Cette exposition a été réalisée avec la participation du ministère de la Culture russe et je vous présente Olga Sviblova, la commissaire russe de cette exposition. D'après Emilia, c'est difficile à parler parce que c'était magnifique. Moi, je voulais ajouter quelques remarques pour les choses que dit Jean-Aubert Martin, qu'elle a décrit cette installation totale, cette étrange cité, de la part d'histoire, d'où vient inspiration du monde
de Ilya et Emilia Kabakov, parce que, comme Jean-Hubert Martin dit, comme vous connaissez tous, Kabakov commence à l'Union soviétique. Il décrit la réalité totalitaire, il décrit la réalité de propagande, mais dans ce moment-là, quand il commence, en Russie, on avait le mouvement assez fort qui s'appelait Sotsart, qui était quelques versions, on dit version russe par rapport de pop art, qui jouait pas avec consumer good, mais avec les mythologies soviétiques, ce qu'avec ironie, ils ont démythologisé. Et Kabakov, il était toujours à part. C'était un vrai le leader de conceptualisme moscovite, qui assez souvent, il avait épithète romantique ou métaphysique, parce qu'il avait la qualité spéciale qui, à mon avis, aujourd'hui, on voit, c'était les racines de création de Kabakov, Ilya et Emilia, parce que Emilia, c'est aussi les mêmes, on dit, ils ont commencé à travailler ensemble fin des années 80, mais le chemin, il était commun, la terre, elle était commune. Dans cette description de terre totalement malade, de société totalement malade, Kabakov, elle a découvert les éléments communs pour tout le monde, n'importe où on habite, n'importe quel système social et n'importe quel continent on peut trouver aujourd'hui. Parce que Kabakov, c'est deux choses. C'est d'un côté la réalité et la vie quotidienne, ce que vous trouverez dans cette étrange cité, avec tous ces bâtiments, on dit, avec leurs références sacrées. Il y a toujours cette humour et cette attention pour le détail de la vie quotidienne et de réalité très précise. Et dans les mêmes temps, dans les bases de Kabakov, c'était toujours la grande littérature russe. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Dostoïevski, on parle de Tolstoï, on parle de Gogol. Et ce n'est pas que les paroles, il a joué toujours le rôle très important dans les installations de Ilya et Emilia Kabakov, c'est aussi que les problèmes communs pour nous tous, qui existaient au XIXe siècle, ils ont existé au XXe siècle, ils reviennent aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes et probablement plus articulés. Quand Kabakov il parle de personnages, quand Kabakov il parle de ce contrôle total, quand Kabakov parle de propagande, quand Kabakov parle qu'on est comme les mouches, parce qu'on dit entre plusieurs installations ce qui a été réalisé par cet artiste entre fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours entre les mouches, ce que Jean-Hubert Martin l'a tellement bien présenté à Château-Haro première fois, et dans les anges. C'est toujours, il y a les fils, il allait essayer de connecter ces deux mondes, le monde de la terre et le monde de la ciel. Et c'est toujours les mêmes questions, ce que toujours posaient les grands artistes. Qu'est-ce que c'est l'art? C'est les questions qui existaient dans les fins du 19e, au début du 20e, au milieu du 20e, et qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous donne, l'art? Et d'où ils nous entrent, et les problèmes qu'aujourd'hui, on est tous manque d'utopie comme les rêves. Le personnage qui est parti sur le siècle, qui est parti sur le ciel, cette installation qui a été créée dans l'atelier de Kabakov à Moscou en 1985 et qui est aujourd'hui dans le centre Pompidou, ce personnage qui court à travers le plafond dans le ciel, c'est toujours aussi connexion avec la littérature russe, les traditions de littérature russe et avec la tradition scientifique. Parce que l'idée de voyage d'espace, elle était née dans les philosophies religieuses de Féodorov à la fin du 19e siècle. On sait qu'on a développé l'idée de
des sources cosmiques, de l'énergie cosmique, comment on peut les attraper, qui toujours existait dans les mythologies. C'est pourquoi ça existe cette Manor, la ville mythique de Tibet, mais ça existait aussi la théorie de notre célèbre science Vernadsky, de notre célèbre scientifique Tchijevski. La Russie toujours s'intéressait de ces grandes idées et de ces grandes utopies. Probablement, c'est parce que nous ne pourrions pas jamais installer la vie sur la Terre. Et comme la maladie dans les psychologies, il découvre les mécanismes d'existence, de humanité complète, parce que c'est probablement la maladie faire plus clair les mécanismes généraux d'existence de personnalité. C'est Kabakov fait les mêmes choses avec la nature humaine à travers son art. Et quand aujourd'hui il construit avec Émile cette étrange cité, on dit il essayait de poser les mêmes questions et aussi on voit la lumière, on voit la musique, on voit l'installation, on voit la peinture, on voit le dessin. On va avoir animation avec les concerts, avec les performances de mouvements, c'est-à-dire que de se réunir les sources, qu'est-ce que c'était l'art? L'art qui, à belle époque, existait ensemble avec les pratiques sacrales, qui devenaient être quelque chose de spécifique, mais aujourd'hui, on pose les mêmes questions. Pourquoi on a besoin de l'art? C'est probablement un seul moyen aujourd'hui d'avoir cette connexion entre la vie de terre et entre de la vie de ciel. Et moi, je pense que cette présentation, elle est générale, elle est compréhensible pour les gens de toutes les langues, et c'est pourquoi Kabakov était probablement un seul artiste russe de mi-20e siècle qui a reçu cette popularité mondiale, parce que son langue, c'était la langue univers, et dans le même temps, c'est probablement l'artiste le plus implanté avec ses racines dans la culture russe et avec ses racines vraiment en profondeur. Et j'espère que ce sera compréhensible. Et d'après, et le Grand Palais, c'est aussi important parce que on sait que la Russie elle était 2 fois présentée pendant le XXe siècle. C'était Pavillon de Melnikov, qui immédiatement donnait le nouvel style et nouvelle pensée de cette modernisme russe de début du XXe siècle. On parle de 25, on parle déjà de changement, et on parle de 37 quand la Russie a encore eu le pavillon anniversaire, mais déjà avec les gloires de réalisme socialistique. Et je pense que cette troisième version de présentation de culture russe, il va poser beaucoup de questions. Et merci, et j'espère que ça prend votre attention. Et j'ai encore remercié la participation de Monumenta et ministère de la Culture russe et la ville de Moscou. Et je pense que maintenant, c'est Jean-Hubert Martin qui va attendre les questions. Merci, Olga. Les questions sont à vous. Voilà. Nous y répondrons avec plaisir. Oui. Je voudrais poser 2 questions à Madame Kabakov. Si je ne me trompe pas, vous travaillez ensemble depuis 1989. J'aimerais bien savoir pourquoi, quel était le motif que vous travaillez ensemble. Et puis, ma deuxième question, c'est la suivante. Une de ces œuvres s'intitule « Comment rencontrer un ange ?» C'est une question naïve. Est-ce que vous avez rencontré les anges d'une façon littéraire ou artistique ou philosophique? Et comment ils sont? You never ask people why they get married, right? Because you understand. On ne demande jamais aux gens pourquoi ils se marient, parce qu'on sait très bien que c'est lié à l'amour, qu'il y a quelque chose de romantique, ou alors c'est plein de sous-entendus et c'est plus grave.
Mais on peut demander pourquoi on a commencé à travailler ensemble. Écoutez, il y avait des raisons, des motivations, mais je les garde pour moi, y compris des raisons romantiques. Les anges, bon, c'est autre chose. On sait très bien que le monde actuel est plein d'anges. Les anges sont quelque chose d'un peu particulier d'ailleurs dans notre culture, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui fascinés par des personnages complètement différents, des loups-garous et les vampires. Autrefois, c'était les héros qui étaient au cœur de la littérature et des films. Ces héros étaient plus vrais que nature et toujours positifs. Mais aujourd'hui, la chose a changé et c'est les vampires qui sont positifs. Ce sont eux qui sont cultivés, qui ont un vrai savoir parce qu'ils vivent plus longtemps, ils sont doués, talentueux, avec une moralité plus élevée que celle des êtres humains, y compris des héros de ces ouvrages. Alors comment avons-nous réussi à passer du côté sombre de la vie ? Je ne sais pas. Mais les anges, eux, sont l'expression du côté clair. En littérature, évidemment, on rencontre des anges, mais dans la vie réelle, évidemment, je ne peux pas vous dire que j'ai rencontré des anges, parce que si je vous disais que j'en ai rencontré, vous allez essayer de m'enfermer en hôpital psychiatrique. Mais ces anges sont des phénomènes externes et il est vrai que nous sommes parfois trop rationnels et nous ne voulons pas qu'on nous accuse d'être complètement fous et donc on ne veut pas parler de ces choses merveilleuses. Moi, j'ai essayé d'en parler une fois et quelqu'un m'a dit que j'avais complètement perdu la tête. Donc, bon, quand on est jeune, quand on est plus vieux, quand on va passer des examens, on espère toujours qu'il y a quelque chose, qu'il y aura quelque chose, quelqu'un qui pourra nous sauver à un moment difficile, désespéré. Alors, bon, ça n'a pas forcément besoin d'être un ange. Les anges sont, là aussi, plus vrais que nature, plus grands que la vie d'une certaine façon. Peu importe la forme que prennent ces anges, qu'on les retrouve dans la littérature, dans l'art, ou sous la forme d'un être humain, on reconnaîtra son ange lorsqu'on le verra. Oui, bonjour. Bonjour, merci. Je m'interrogeais juste sur l'emplacement des deux chapelles noires et blanches en dehors de la double enceinte. Est-ce que ces éléments, par exemple, ont pu être un moment à l'intérieur de l'enceinte ou est-ce qu'ils ont été conçus après ou est-ce qu'il y a des significations à comprendre spatiales dans l'agencement des différents éléments? They actually not behind Écoutez, ils ne sont pas vraiment en dehors du mur. Le mur d'enceinte double est d'une certaine façon une rue, et donc les chapelles sont à l'intérieur, conçues comme étant dans la ville. Je peux juste préciser que dès le début, les deux grandes chapelles, blanches et sombres, étaient en dehors du périmètre de la cité elle-même, de l'enceinte de la cité. Dès le début, le programme a été indiqué de cette manière-là. Oui, alors il y a quand même un bout de mur et ils sont inclus dans la ville, dans la cité. Ce sont des éléments clés de la cité. Bonjour, Chloé Valette pour la Russie d'aujourd'hui. J'ai deux questions pour Emilia Kabakov. Vous parlez de l'installation totale. Vous avez ce projet de ville étrange cité. Est-ce que vous êtes satisfait? Et deuxième question,
Est-ce que cette ville, cette étrange cité rappelle l'homme, l'être humain, dans tout son comportement, aussi étrange qu'il pourrait être? Simon, une installation totale, c'est exact. Et si nous n'avions pas été satisfaits de nos travaux, nous ne serions pas ici aujourd'hui, nous ne vous aurions pas laissé rentrer, vous ne nous aurions pas laissé regarder. L'installation, une incitation chez nous n'est pas ouverte, on ne l'ouvre pas si elle n'est pas finalisée, finie, et si elle n'est pas satisfaisante pour nous. Écoutez, c'est une atmosphère, une ambiance complète, et nous espérons que les visiteurs pourront ressentir ce que nous espérons qu'ils ressentent. Nous voulons absolument qu'ils soient en pleine interaction avec cette installation, et c'est effectivement ce que nous avons calculé. Après tout, nous venons d'une société totalitaire, donc nous vous donnons le choix de venir ou pas, mais nous ne vous donnons pas le choix de circuler d'une façon ou d'une autre. Mais encore une fois, je crois que ça marche plutôt bien. On verra ce que les visiteurs en disent. Pour l'instant, nous avons planifié, prévu, et espérons que cela provoquera des émotions chez les visiteurs. Bonjour, Catherine Hornel pour la radio allemande. Emilia Kabakova, j'aimerais bien vous poser une question par rapport à ce que Jean-Hubert Martin appelait le clou de l'exposition, c'est-à-dire les peintures d'Ilya Kabakov. Quel est pour vous le rôle, l'importance de la peinture, peut-être une nouvelle importance vu votre travail des dernières décennies? Ilya n'a jamais arrêté de peindre. Et c'est peut-être là l'une des pires mécompréhensions de son œuvre. On a souvent pensé que quand il a fait des installations, on a abandonné ses peintures. Mais non, 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 non. Mais au départ, la plupart de ses peintures se retrouvaient dans les collections particulières ou dans les musées. Au début, il en a mis quelques-unes dans les installations. Ensuite, ça a été racheté par des acheteurs privés ou dans quelques musées, mais ont été très peu accessibles au public. Mais Ilya disait aussi, bon, les peintures ne m'importent peu, mais bon, tout le monde le disait à l'époque, c'était le discours officiel d'une certaine façon. Mais si, la peinture a toujours été importante pour lui, il y a toujours accordé beaucoup d'attention. La différence entre ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il faisait il y a quelques années, c'était qu'auparavant, le concept dominait sur le contenu. Et donc l'aspect conceptuel, philosophique de la peinture était essentiel. Donc l'aspect visuel était en fait dissimulé par le concept. Les visiteurs voyaient d'abord le concept et ensuite le dessin. Mais récemment, ce qu'il a réussi à faire, et c'est sans doute parce qu'il n'a plus besoin de jouer ou de respecter les règles du conceptualisme, et il considère que ces peintures peuvent mettre l'accent sur l'aspect artistique. Effectivement, il est très doué, il a une vraie formation d'artiste, il peut donc faire ce qu'il veut. Il y en a par exemple qu'on voit que des peintures noires, mais le noir, ce n'est pas noir. Le noir, c'est extrêmement porteur de couleurs. Alors, c'est pas à moi de dire si c'est un grand artiste. Ce sera aux visiteurs et aux conservateurs, aux historiens de l'art de le dire. Mais en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, l'approche a été renversée, c'est-à-dire qu'on peint d'abord et le concept vient après. Bonjour, Colline Millard de Artnet News. Une question pour Madame Kabakov. Ilya est né dans une ville qui est maintenant en Ukraine et votre installation parle d'utopie, de collaboration, de rêve d'humanité. En quelle manière, si c'est le cas, les événements actuels ont influencé votre pensée lors de cette préparation pour cette installation? Écoutez, nous ne sommes pas des artistes politiques. Nous travaillons dans le monde de l'art, dans l'histoire de l'art. Nous référençons
humaine, la condition humaine, les sentiments humains et l'art en tant que référentiel culturel historique. Mais ce qui se passe en Ukraine est une catastrophe, mais c'est exactement, de mon point de vue, la même chose que ce qu'on a vu au Kosovo ou en Libye, dans ces pays où les êtres humains souffrent parce qu'on a cherché à leur faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Lorsqu'on cherche à diviser le pays et qu'il y a une guerre civile qui commence, ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose que les êtres humains que nous sommes devrions chercher à éviter. Mais du point de vue de l'artiste, évidemment, c'est une question qui s'applique à tous, c'est une question à la fois politique, humaine, qui aura un effet, des conséquences sur l'Europe et sur le monde dans son ensemble, si jamais ça finit en catastrophe. Mais effectivement, les artistes que nous sommes, nous comportons comme n'importe qui. Moi, je juste voulais ajouter que je pense que tout le monde connaît l'installation ce que Émile et Ilya Kabakov ils ont construit dans je ne sais pas combien, 7 pays au monde, le bateau de tolérance. C'était bateau comme le symbole de la vie, comme symbole de mouvement, où c'était comment il s'appelle, où c'était les dessins, où c'était les voiles faites par les dessins des enfants de mondes différents, des l'âge différents, des couleurs différentes, de la vie sociale différente. Et c'est lui qui dessinait son vision de tolérance. Et ce bateau de tolérance, il était présenté à Moscou, il était présenté à Venise, il était présenté au monde arabe. Moi, je pense que ce bateau de tolérance, c'est aussi une de réponses pour cette question, parce que la tolérance, c'est ça qui est partie de l'art. I will just add something. The Ship of Tolerance. Oui, et puis le navire de la tolérance est un projet soutenu par notre fondation. On travaille avec des enfants du monde entier et on ne parle pas seulement d'art ou de culture, mais l'idée, c'est qu'il faut connaître la culture de l'autre, leur religion, leur système de pensée, pour comprendre les principes de base de la confiance et du fonctionnement des sociétés. Si on les connaît, on peut échanger, on peut se parler. Mais ce que nous disons aux enfants, c'est qu'il faut absolument cette tolérance pour qu'il y ait compréhension et dialogue. Et donc, les enfants, on leur apprend d'abord quelque chose sur la tolérance, ensuite ils dessinent, et ensuite on produit ce navire, et ça permet aux enfants de communiquer. Et puis nous avons également un programme musical. En ce moment, nous avons des enfants de New York. D'habitude, on a des Cubains, des Russes ou des Suisses ou autres, mais en ce moment, ce n'est pas trop possible. L'idée, c'est que nous donnerons donc des concerts. On voit que ces enfants américains vont aller échanger avec des enfants français dans les conservatoires. Et donc, il y a une vraie question de communication, de respect, et c'est vrai par la littérature, par l'art, par la musique, parce que c'est universel. Bonjour, Myriam Boutoul pour Connaissance des Arts. Question pour Madame Kabakov. Est-ce qu'il y a, et vous-même, considérez l'étrange cité comme une installation totale, au sens où Ilya Kabakov l'a définie dans les années 80, je crois? Oui, oui, c'est bien une installation totale. Nous espérons que c'est d'ailleurs l'un des meilleurs exemples d'installation totale. D'ailleurs, l'autre meilleur est au Pompidou, l'homme qui a volé. Et puis, il y a la question, la cuisine communautaire au musée Mayol, qui est également une très belle installation totale. Ici, on est donc au Grand Palais, dans ce palais de verre du début du XXe siècle. C'est par là qu'on rentre. Ensuite, on rentre dans la cité blanche. C'est quelque chose qui ne devrait pas être là, et pourtant, elle est là. On utilise la couleur, la musique, ces constructions qui répondent à l'architecture du Grand Palais. Il y a les arches, les piliers, et cela marche ensemble. Mais on a vraiment une atmosphère très différente. Et donc, l'objectif d'une installation totale, c'est justement de faire émerger une ambiance, une atmosphère à part dans laquelle on s'installe et dans laquelle on s'insère. Et ensuite, dans chaque salle, dans chaque
dans chaque bâtiment, on a une installation totale. Et donc, on a l'impression qu'on rentre dans des réalités complètement différentes et on identifie ces objets qui flottent dans la brume mystique. À certains endroits, ça se fait par la musique, par d'autres, par le regard sur les peintures. Dans d'autres endroits, ça va être par la pensée. Mais oui, justement, à cause de cette atmosphère que nous avons cherché à faire émerger, on peut sans aucun doute dire que c'est une installation totale. Une question pour les commissaires. Quel serait, selon vous, le fil conducteur, une ligne de force en fait, de cette totale installation pour les deux? C'est d'évidence le rapport avec ce qui n'est pas la vie matérielle, quotidienne et vulgaire. Alors vous pouvez nommer ça philosophiquement le métaphysique, c'est tout ce qui est au-delà de la vie physique. Et là, on peut utiliser toutes sortes de mots, le sacré, le spirituel, l'au-delà, le trépas. Merci. Vous disiez tout à l'heure que le travail d'Ilya Kabakov était peut-être autant universel qu'ancré dans la culture russe. Est-ce qu'on pourrait aussi considérer l'étrange-cité comme la recherche d'un troisième lieu quand on n'est plus dans son lieu d'origine et qu'on n'est pas forcément complètement intégré ou à son aise dans son lieu d'exil? Est-ce que c'est un troisième lieu possible? Écoutez, je dirais que c'est un empilement, une compilation d'expériences culturelles du monde entier. C'est un état d'esprit. Là, ça reflète également notre âge. On commence à parler de la vie et de la mort. En tout cas, la mort, c'est nouveau pour nous comme idée. Et dans les chapelles blanches et noires, effectivement, les chapelles blanches et la chapelle sombre, on a effectivement l'occasion de repenser, d'examiner ces choses. Un certain nombre d'amis, un grand nombre d'amis d'Ilya ont déjà quitté ce monde et il est lui-même plus fragile qu'il ne l'a été. Et pourtant, je crois qu'on parle plus ici de la vie que de la mort. Et c'est donc l'entièreté de l'expérience de la vie, de l'expérience culturelle dont on parle. On en arrive à un certain point dans sa vie, dans son, j'allais dire, éducation culturelle et dans son intellect. C'est cela que ça reflète. Encore une dernière question, voilà, une dernière. Oui, merci. Donc, de prendre cette dernière question. Et il se trouve que par une sorte de hasard de la chronologie, je ne sais pas, vous êtes confronté finalement au sein même du Grand Palais à l'exposition Bill Viola, qui lui aussi apporte une vision tout à fait, enfin une dimension métaphysique dans son œuvre. Sauf que finalement, au regard de ce que vous avez expliqué, puisque vous évoquez l'ensemble d'une cité, sa vision à lui me paraîtrait plus individualiste d'une certaine manière. Alors est-ce que finalement au Grand Palais sont réunies une vision orientale et une vision occidentale de la métaphysique, et que pensez-vous de son regard à lui? Est-ce que le vôtre serait issu plutôt d'une réflexion collectiviste, disons? Je crois que la question s'adressait à Emilia, comme vous disiez, le vôtre. Non. Mais si elle me demande de répondre, je ne le verrai pas du tout comme ça. Enfin, je ne vois pas des caractéristiques orientales dans l'œuvre des Kabakov par rapport à un Viola qui serait occidental. Non, ce sont des préoccupations, je crois, tout à fait parallèles. Mais je ne crois pas qu'il y ait là une caractéristique par rapport au fait de toujours ce retour à la vie collectiviste soviétique. Enfin, j'ai essayé d'expliquer, je crois, tout à l'heure, que ce qui me paraît caractéristique de l'œuvre aujourd'hui, c'est que justement, bien que leur œuvre soit née dans ce terreau-là, elle a échappé aussi à
à cette base de départ et qu'aujourd'hui, elle a un caractère beaucoup plus large. Mais je comprends très bien qu'on puisse comparer cette œuvre avec celle de Viola. Je vous remercie. Voilà, nous allons aller visiter l'exposition.